août 1794, Jacques-Louis David a 46 ans. Il est en prison. Dès le début de la Révolution française, il s'est engagé dans l'action politique. Sa peinture a illustré les moments héroïques ou dramatiques du temps. Le serment du jeu de paume, par exemple, devait commémorer la naissance d'une nouvelle constitution en 1789. Après avoir beaucoup travaillé, David laissera pourtant le tableau inachevé. Autre page d'histoire, Marat assassiné. David reconstitue la fin de son ami Marat, poignardé dans sa baignoire par une jeune royaliste, Charlotte Corday. En moins de 5 ans, l'enthousiasme des premiers temps de la Révolution a bien disparu. Il y a eu d'abord le Parlement, les droits de l'homme, l'abolition des privilèges, l'égalité. Mais ensuite, la guerre, des factions, le tribunal révolutionnaire, le massacre des suspects. Et finalement, la terreur. David n'a pas été seulement député à la Convention, il a été l'organisateur des grandes fêtes révolutionnaires. Il a aussi occupé de hautes fonctions au comité de sûreté générale. Il a participé à la terreur. Malade, il n'a pas assisté à la séance du 9 Thermidor qui a vu la chute de Robespierre et de ses amis. Il échappe ainsi à la guillotine. Arrêté le 2 août 1794, il restera en prison jusqu'au 28 décembre. Enfermé au palais du Luxembourg, il obtient l'autorisation d'y faire venir son matériel de peinture. Il relit les auteurs classiques. Il esquisse la première idée des Sabines. Le tableau, de grande taille, ne sera achevé que 5 ans plus tard. Les historiens romains comme Plutarque ou Tite-Live et les poètes comme Ovide ont raconté la fondation légendaire de Rome. Les 2 jumeaux, Rémus et Romulus, descendants du héros troyen Énée, ont été abandonnés aux eaux du Tibre. Le flot les dépose au pied du mont Palatin, où une louve les recueille et les allaite. À 18 ans, les 2 frères décident de fonder une ville sur ce même site. Ils consultent le vol des oiseaux pour savoir lequel des 2 sera roi. Romulus est désigné. Il trace à la charrue les limites de la ville. Rémus, par bravade, franchit la frontière. Romulus le tue. Les Romains, pour peupler leur ville, offrent l'asile à tous. Mais ils manquent de femmes. Ils invitent les Sabins, leurs voisins, et à la faveur de la fête, enlèvent leurs femmes et leurs filles. C'est la guerre. 3 ans après l'enlèvement, les Sabins marchent sur Rome. Une jeune femme, Tarpeia, leur ouvre les portes. Elle est pour prix de sa trahison, écrasée sous les boucliers des Sabins. Les Sabins s'emparent donc de la citadelle. Autour, la mêlée est furieuse. Alors les Sabines accourent sur le champ de bataille et s'interposent entre les combattants. La scène se situe au Vélabre, la petite vallée qui sépare les collines du Capitole et du Palatin. La partie gauche du décor montre le sommet du Capitole avec le premier temple bâti par Romulus et consacré à Jupiter. Autour de la colline abrupte, les murailles et les tours carrées ou rondes de la citadelle que les Sabins, armés d'arcs et d'épées, ont déjà investies. Au centre, la roche tarpéienne. Au premier plan, à gauche, Tacius, le roi des Sabins, casqué, armé d'un bouclier ovale et d'un gladius, épée courte à 2 tranchants. Face à lui, à droite, Romulus est armé du Clipéus, le bouclier rond en bronze, orné de la louve romaine, et d'un contus, une lance légère utilisée comme javelot, et qu'il s'apprête à lancer vers Tacius. Au centre, Ercilie, femme de Romulus, et selon certaines versions du mythe, fille de Tacius, se précipite pour s'interposer. Une jeune femme s'accroche à la jambe de Tacius, une autre à genoux vient de déposer 3 enfants sur le sol. Une vieille femme qui, elle aussi, a déposé un nourrisson à terre, supplie Romulus en offrant sa poitrine au cou. Une autre encore s'arrache les cheveux. Au centre, une femme qui regarde vers le spectateur crie en levant les bras. Derrière Ercilie, une femme monte sur un piédestal pour montrer son enfant à l'armée sabine. Les Sabins, massés sur la gauche, sont armés de lances et de glaives. Ils portent le scutum, bouclier courbe. Certains portent le casque métallique, d'autres le galéa, le casque de cuir. Les Romains sont à droite, casqués et armés de piques. Certains portent le pileus conique, le bonnet des esclaves affranchis, confondu souvent avec le bonnet phrygien.
D'autres portent le turban des mercenaires romains, originaires d'Asie mineure ou d'Afrique du Nord. De leur rang s'élèvent plusieurs enseignes. La louve rappelle l'histoire légendaire de Romulus et de Rémus. La boîte de foin évoque l'origine rurale de la plupart des combattants. C'est le signe des premiers compagnons de Romulus. Le combat a commencé. Il y a déjà des morts, mais peu sont visibles. Les Sabines viennent de se précipiter entre les deux armées. Un général sabin, à cheval, fait un geste de la main pour arrêter l'assaut. Un officier limite, tourné vers les rangs des fantassins. De l'autre côté, les Romains dressent leurs casques ou leurs bonnets à la pointe des piques ou des glaives en signe de paix. Le cavalier retient son cheval qui se cabre et rentre son sabre dans le fourreau. Un écuyer détourne vivement un cheval affolé. Au-dessus du champ de bataille, un ciel tourmenté. Depuis 1782, David bénéficie, comme Fragonard et d'autres peintres, d'un logement au Louvre. Il y accueille ses élèves. Il aura un très grand nombre de disciples, peintres ou sculpteurs, parmi eux Drouet, Giraudet, Gérard, Gros, Ingres, Rude. Les ateliers de David étaient encombrés de mannequins, de marbres antiques, de moulages. Le peintre faisait fabriquer tous les accessoires nécessaires à ses mises en scène historiques, meubles, casques, boucliers, épées, sandales. Plusieurs élèves, grands, athlétiques et pratiquant les sports par culte de l'antique, ont fourni diverses figures au tableau. Ainsi, les deux écuyers, un élève, Bayard, a posé pour Romulus, un danseur, d'Aigueville, pour Tacius. Catherine, la bonne des enfants de David, pour la vieille Sabine. Un des enfants serait le fils d'un conventionnel, Paganel. Deux femmes célèbres, les sœurs de Bellegarde, auraient aussi posé pour David. L'une, Aurore, serait la blonde Ercilie, l'autre, Adèle, la femme brune à genoux. Mais si David est aussi un portraitiste d'un immense talent, dans les Sabines, il semble qu'il s'attache davantage à donner à ses visages des types idéaux de la statuaire antique. Des deux péripéties liées aux Sabines, l'enlèvement avait surtout séduit les peintres. Poussin lui avait consacré 2 tableaux. De l'un, David retient la confusion de la mêlée, les gestes véhéments, la fureur du combat, la vigueur des perspectives. De l'autre, les enfants posés à terre, la vieille femme agenouillée et implorante, la femme qui tient le genou d'un guerrier. L'autre épisode, celui de la réconciliation, avait été parfois traité par les peintres. David a vu un tableau du Guerchin, peint pour la galerie de l'Hôtel de la Vrière en 1645, et saisi à la Révolution pour le musée du Louvre. David a aussi connu une toile de son contemporain François-André Vincent, exposée au Salon de 1781, combat des Romains et des Sabins, interrompu par les femmes sabines. Autre source probable, un médaillon des collections royales reproduit dans un recueil du XVIIIe siècle, le percé et finé d'Annibal Carache, le combat pour le corps de Patrocle et plusieurs autres épisodes de l'Iliade illustrés par Flaxman en 1793. Dans la première esquisse, exécutée en prison, les principaux protagonistes ont été mis en place à l'aide de morceaux de papier découpés et collés sur 2 feuilles ajustées. Un carnet de dessin d'une 60aine de feuillets, conservé au Louvre, date de ce temps-là. Plus de la moitié est consacrée à la préparation des Sabines.
David emprunte des détails à divers maîtres italiens, il s'inspire de gravures prêtées par la Bibliothèque nationale, ou encore il se réfère à des dessins de vases grecs publiés dans des recueils récents. Les deux enfants qui se battent sont inspirés de la Madone du Rosaire du Dominicain, tableau présent au Louvre à l'époque. Des figures de pleureuses ou de suppliantes ont pour origine une gravure d'après la mise au tombeau de Mantegna. D'autres dessins, aujourd'hui dispersés, mettent en place ces divers motifs. Enfin, une étude d'ensemble regroupe toutes ces esquisses dans une composition très proche de l'œuvre définitive. David modifiera de nombreux détails. Ici encore, des parties découpées et collées témoignent d'une longue recherche d'équilibre et de nombreuses hésitations. La plupart des grands dessins préparatoires sont mis au carreau. La lecture du tableau à l'aide de la réflectographie infrarouge permet de retrouver des traces de cette préparation. Les lignes de carroyage se lisent encore sous les couches de peinture. De même, on peut voir les détails supprimés par David pour épurer les formes. Poignée du glaive de Tatius ou de l'épée portée par son écuyer. La toile mesure 3,85 m sur 5,22 m. Les personnages sont figurés grandeur nature. La signature et la date sont inscrites sur un fragment de socle à gauche du tableau. Les lignes de fuite des bâtiments et des fragments de socle à terre convergent vers un point, l'œil du cheval à droite. La ligne d'horizon passe par cet œil et par les yeux de la femme en rouge. Le visage de cette femme est situé légèrement au-dessous du centre du tableau. La perspective est encore renforcée par des effets de profondeur. Succession des pieds des combattants à gauche, succession des sabots des chevaux à droite. Décroissance des tailles, des visages, des membres ou des armes. La masse rouge-orangée des bâtiments est contrebalancée par le bleu et le gris-bleu du ciel. Orangé et bleu dominent ainsi l'ensemble. David utilise aussi des verts, des rouges, des mauves et des bleus-verts très recherchés. La tunique blanche d'Ercilly sert de partage au centre de ce déploiement. Les couleurs denses des vêtements des autres femmes tournoient autour d'elle. Le travail de la touche n'est perceptible que dans quelques détails. Les touffes d'herbe, la botte de foin. Sur les corps, les vêtements, les chevelures, les visages, au contraire, les successions de glacis créent une texture lisse et vivante. L'organisation de l'image est complexe. Romulus et Tatius se font face, mais le second est un peu en retrait. Ercilly de ses bras crée un lien entre les deux. Les armes des deux adversaires s'opposent. Bouclier ovale contre bouclier rond, glaive épais contre mince javelot. Au centre du combat, les femmes sont disposées en cercle, comme entraînées par un tourbillon. Ce cercle fait écho au bouclier rond de Romulus, bouclier qui semble décentrer le tableau. De même, les chevaux cabrés sur la droite et le geste de l'écuyer font diversion. C'est ce mouvement général de la composition qui traduit la violence de l'instant représenté. David est dans la continuité de Poussin.
Ercilly se lance entre les deux chefs, mais déjà Tatius a écarté son bouclier, et Romulus ne tient plus son javelot que du bout des doigts, presque avec grâce. Le général romain est en train de ranger son sabre, et ses troupes lèvent leurs casques. Le tableau montre comme simultanées des scènes qui s'étalent dans le temps, mais semblent soudain figées par le geste d'Ercilly. L'élaboration des Sabines fut lente. Le tableau avait été commencé sans doute vers la fin de 1795. Ce n'est que le 21 décembre 1799 que David le montra dans l'ancienne salle d'assemblée de l'Académie d'architecture. David fit installer un miroir en face de la toile. Multiplication de l'illusion, intégration du spectateur aux figures du tableau, ou bien doublement des distances du regard. Le peintre ne s'est pas expliqué sur l'usage de ce miroir. Fait nouveau en France, l'exposition était payante. Les visiteurs devaient acquitter la somme d'1,80 franc et recevaient en même temps que le ticket d'entrée une brochure rédigée par David. Le tableau fut très apprécié, mais suscita aussi maintes controverses. Lorsque, 2 ans plus tard, David exposa à côté des Sabines les 2 portraits équestres de Bonaparte, la presse se réveilla, fit remarquer que le peintre était logé au Louvre aux frais du gouvernement, que la souscription pour le serment du jeu de paume inachevé avait fait faillite et dénonça le goût de l'argent chez David. L'exposition dura jusqu'en 1805. Elle reçut environ 50 000 visiteurs et rapporta beaucoup d'argent au peintre. Oubliant ses promesses d'en faire don à l'État, David tenta de vendre les Sabines pour un prix excessif à un collectionneur britannique. Devenu premier peintre de l'empereur, il propose des Sabines à Napoléon pour 72 000 francs. Après la chute de Napoléon, David s'exile à Bruxelles. Il finira par céder au roi Louis XVIII pour 100 000 francs les Sabines et Léonidas. Exposé un temps au musée du Luxembourg, le tableau revint au Louvre en 1826, après la mort du peintre. Après 3 échecs au concours de l'Académie, le jeune David avait obtenu en 1774 le premier prix, le prix de Rome. En 5 années de séjour en Italie, David avait dessiné toutes sortes de motifs antiques et s'était composé une documentation d'une grande richesse qui, plus tard, avait nourri sa peinture. Il revient à Rome en 1784 pour y peindre le Serment des Horaces, aussitôt considéré comme le manifeste de l'école, appelé aujourd'hui néoclassique. De même, l'année de la prise de la Bastille, en 1789, David peint les licteurs, rapporte à Brutus le corps de ses fils. Dans tous ces tableaux antiques, David a le souci du détail archéologique. Mais dans les Sabines, Romulus et son armée portent déjà avec eux les signes d'un culte de la louve romaine, bien postérieur à l'existence du personnage hypothétique de Romulus. Et les costumes des 2 armées datent plutôt de la République romaine. Morts et brides étaient connus des Romains, mais le peintre les supprime pour faire plus primitifs. Alors qu'Ercilly, dans les premiers dessins, a les plis d'une toge flottant largement autour de sa poitrine, dans la grande étude, le vêtement se resserre, devient la stola, la robe romaine, et apparaît la cingula, la ceinture qui soulignait la gorge des femmes. David suit en quelque sorte la mode à l'antique, qui, apparue un peu avant la Révolution, va faire fureur pendant le Directoire. C'est la tenue de Madame de Verninac et de Madame Récamier, dont David fera le portrait. Enfin, David dénude ses héros masculins, introduisant ainsi un autre type d'anachronisme. J'ai entrepris de faire une chose toute nouvelle. Je veux ramener l'art au principe que l'on suivait chez les Grecs. En faisant les Horaces et Brutus, j'étais encore sous l'influence romaine. Mais messieurs, sans les Grecs, les Romains n'eussent été que des barbares en fait d'art. C'est donc à la source qu'il faut remonter.
Entre 1755 et 1767, le Prussien Johann Joachim Winckelmann, installé à Rome, avait posé les bases d'une histoire de l'art antique. Il avait aussi prôné l'imitation des anciens et surtout des Grecs, les seuls, selon lui, à s'être élevés au beau idéal. La nudité complète de Tacius choqua les premiers visiteurs. David corrigea le tableau en déplaçant le fourreau du glaive. Winckelmann liait la beauté des corps grecs à la liberté politique qui régnait dans la cité. De même, David exalte la liberté de la cité à travers celle des corps virils. En empruntant à l'antiquité gréco-romaine ses vertus supposées, parfois ses décors, David avait aussi ressuscité ou inventé tout un catalogue de gestes. Autorité, injonction, invocation, serment chez les hommes, prière, supplication, peur, abandon chez les femmes. Le geste commence là où s'arrête le discours. Véritable langage du corps, il donne à la scène son supplément indicible. La plupart des scènes peintes jusqu'alors par David étaient basées sur un antagonisme très prononcé entre les hommes et les femmes. Au premier, la vie publique, la politique, les armes, la guerre, l'héroïsme. Au second, la maison, la famille, le travail domestique, le sentiment. Dans les Sabines, Ercilly reprend un geste viril, autoritaire, et assure ainsi un retour vengeur des femmes dans l'histoire. L'idée grecque l'obsède encore, puisque les Sabines à peine terminées, le peintre commence à travailler à un pendant qu'il a imaginé pour ce tableau et auquel il pense depuis longtemps, Léonidas aux Thermopyles. Ici encore, le fourreau du glaive vient tempérer la nudité du héros. Dans les Sabines, les spectateurs de l'époque devaient sans doute lire certains signes. Les tours rondes, les remparts à créneaux. La mêlée guerrière leur rappelait peut-être la Bastille, dont la prise avait symbolisé l'éclatement de la Révolution française. La pique est l'instrument des révoltes populaires et de la violence sauvage. Au centre de l'image, le rocher d'où l'on précipitait les traîtres est là comme pour rappeler un mot de Mirabeau. Accusé devant l'Assemblée nationale, il s'était écrié « Il n'y a qu'un pas du Capitole à la roche tarpéienne ». Un mot devenu aussitôt proverbe pour signifier qu'il n'y avait que peu de distance entre la gloire triomphante et la chute infamante. Autre rappel, le bonnet rouge, adopté en 1789 par les premiers révolutionnaires comme symbole de la liberté. Ercilly, avec son visage ferme, son geste péremptoire, sa robe blanche qui voile à peine ses formes, est elle-même une de ces figures de la République de la liberté qui se multiplient à l'époque. Elle sépare les deux adversaires, l'un est peut-être son père, l'autre son époux. Cette situation, ajoutée à tous les autres indices, fait du tableau une véritable allégorie de la France au lendemain du 9 Thermidor. Après plusieurs années de guerre civile, la réconciliation nationale doit ouvrir une ère nouvelle. La Révolution est comparée à une lutte fratricide. L'image insiste sur l'idée de fraternité. Tacius et Romulus sont comme les deux jumeaux dont les images se répercutent à la fois sur le bouclier et dans le geste d'un des enfants. Auparavant, par ces tableaux, David lui-même n'avait-il pas prêché le sacrifice terrible des enfants par les pères? Le vieil Horace envoie sans hésiter ses fils à la mort. Brutus met fin à la royauté, instaure la République romaine, mais fait mettre à mort ses deux fils qui luttaient pour la restauration des Tarquins. La politique brisait le lien familial. Désormais, avec les Sabines, c'est la famille qui soude le lien politique. Les Sabines, enfin, sont comme la continuité paradoxale du serment du jeu de paume. Le tumulte, la véhémence, les bras levés, les cris. Ce grand moment d'unanimité porte en lui déjà la séparation entre gauche et droite, les factions, la haine, la guerre civile. Tableau jamais achevé, peut-être parce que David savait qu'il n'était qu'un mensonge. Les Sabines le remplacèrent donc, témoignant au moins d'une vraie réconciliation et de la fondation d'une nouvelle société. Mais l'ironie voulut que l'exposition du tableau commença quelques jours à peine après le coup d'État du général Bonaparte, futur empereur Napoléon,
dont David sera bientôt le peintre officiel. Devant Marat, le spectateur est mal à l'aise. Marat est en train de mourir, le couteau vient juste de tomber. Le sang est encore rouge. Marat tient à la main la lettre qu'il a reçue 1 minute avant. Personne n'a encore fait irruption dans la pièce. Donc, vous, spectateur, vous n'êtes autre que Charlotte Corday. Vous êtes l'assassin. Vous portez votre part de responsabilité dans les malheurs du temps. De même, le spectateur, devant les Sabines, finit par remarquer des détails troublants. Les enfants ne semblent pas concernés par la scène. Ils regardent vers l'extérieur du tableau, c'est-à-dire vers nous. La Sabine vêtue de rouge, au centre du tableau, regarde en direction du spectateur, comme si le danger ne venait que de là. Il y a plus encore. Le cheval qui se cabre ne regarde pas vers la scène de la bataille, mais vers sa gauche, c'est-à-dire encore vers nous. Il en est de même pour l'autre cheval. Son œil, qui concentre déjà les lignes de fuite du tableau, semble effrayé par ce qu'il voit à l'extérieur et au-devant de la toile. Cette scène de l'Antiquité est à peine vraisemblable puisqu'elle appartient à la légende de la naissance de Rome. Pourtant, ces regards insistants de la part d'êtres innocents, cette incrustation de notre silhouette dans l'image grâce au miroir placé là par le peintre, nous prouve que nous participons à un drame réel, actuel. David, en prison, a pu méditer en lisant Plutarque, qui lui-même les évoque, sur les rapports entre le mythe et l'histoire. Le tableau est une confession. Le peintre en personne a participé à ces événements violents qui ont présidé à la naissance de la République. La mise à mort du roi, les tribunaux, la guillotine, les massacres sont la contrepartie de cette naissance. Comme le meurtre de Rémus, le rapt des femmes, la guerre et la trahison l'avaient été dans la naissance de Rome. C'est le spectateur qui vient désormais prendre la place du peintre et qui, de ce fait, doit venir assumer lui aussi sa part de culpabilité. Et ainsi David, dans son tableau, semble poser la question fondamentale de toute philosophie politique. La suspension des massacres, la réconciliation des camps adverses, celle des hommes et des femmes, peuvent-elles vraiment effacer les crimes de l'origine? Ou bien s'agit-il du suspens provisoire d'un cauchemar toujours recommencé?